Bonjour. Si vous voulez bien, on va plonger dans le contenu. En fait, pendant ces 6 premiers mois du master spécialisé, on va prendre à bras-le-corps les enjeux du domaine de l'environnement. Et dans cette conférence introductive, je vais essayer de donner une orientation et puis de mettre sur la table un certain nombre de thèmes, y compris de thèmes de débat, sur lesquels on va certainement être obligé de revenir, qui sont des thèmes clés qui font fonctionner notre domaine. Je pense qu'on est tous ici pour traiter une question que je résume de la manière suivante. Comment est-ce que je peux agir pour traiter un problème écologique sur lequel je suis engagé? Voilà la question clé pour laquelle on est rassemblés. C'est à la fois les thèmes de recherche qui nous intéressent et c'est pour ça qu'on est engagé. Et vous, je pense que c'est la motivation qui vous a conduit à venir ici. Je pense que ça vaut le coup de discuter un peu de cette formule. Comment est-ce que je peux agir pour traiter un problème écologique sur lequel je suis engagé? D'abord, la question du comment, c'est la question de la stratégie. Quelle stratégie d'action peut-on déployer pour changer des choses qu'on veut changer sur le plan écologique, pour faire changer? Quelles compétences et quel apprentissage on verra pour ces stratégies. Mais la question, c'est la question du comment agir. Comment agir? Dans ma question, j'ai aussi formulé ça en disant comment est-ce que je peux agir? Pour quelles raisons? Principalement parce que, comme on le verra à de nombreuses reprises, il y a énormément d'approches de l'environnement qui reposent sur la question comment on devrait faire. Il faudrait qu'il existe quelqu'un qui ait envie d'eux, etc. Et donc, moi, je suis centré sur la question de l'action. Et la question de l'action, elle suppose qu'il y ait quelqu'un pour agir. Et ce quelqu'un, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, c'est son problème. Si vous voulez que quelqu'un d'autre agisse, la question devient comment moi j'agis pour que cette autre personne agisse autrement. Mais quand on parle d'action, il faut toujours être capable de se ramener à la question comment moi je peux agir pour changer, quelle que soit l'échelle d'action à laquelle on s'intéresse. Si c'est une politique gouvernementale, soit vous êtes engagé, vous, dans les structures institutionnelles du gouvernement, vous avez un poste, la question c'est comment je peux agir, soit vous posez la question comment je peux faire pour que le gouvernement agisse autrement. Mais donc agir, c'est toujours renvoyer au sujet qui agit. Donc on va essayer de sortir des trucs du genre on devrait, il faudrait, etc. Ensuite, dans la question, je la répète, c'est le refrain de toute l'année, comment est-ce que je peux agir pour traiter un problème écologique sur lequel je suis engagé? C'est que les problèmes écologiques qui nous intéressent, c'est des problèmes bien définis. Ce n'est pas quelque chose de vague. On est là pour agir sur des choses précises. Les marées vertes en Bretagne, la déforestation dans le bassin du Congo, le changement climatique, la pollution de l'eau potable par les phytosanitaires. Quand on réfléchit à de l'action, on se dit mais voilà, qu'est-ce qu'on veut comme résultat écologique? On verra dans un instant que ça peut passer par des choses autres, mais on va essayer de ne pas perdre de vue le fait que ce qu'on vise, c'est des résultats écologiques. Et puis je termine un peu par un jeu de mots cette question, comment est-ce que je peux agir pour traiter un problème écologique sur lequel je suis engagé? Engagé, il y a une dimension d'engagement, au sens je m'engage pour faire changer les choses, mais il y a aussi une dimension professionnelle. Le but, c'est aussi que quelqu'un vous engage pour régler des problèmes d'environnement ou pour agir pour changer sur l'environnement. Ce n'est pas un hasard du langage, c'est parce qu'on est dans un domaine professionnel qui suppose un haut degré d'engagement. On va en parler bientôt, mais quand vous vous retrouvez dans une mission où votre but c'est de faire changer les choses pour l'environnement, vous n'avez pas juste un poste, vous êtes engagé face à d'autres gens qui ont d'autres engagements. Le premier point à retenir, c'est que au fond, quand on agit pour l'écologie, on a des buts qui sont dans la nature,
le climat, les algues vertes, la pollution, etc. Mais les moyens, eux, ils sont dans la société, parce que ce sont des activités diverses qui causent ces impacts sur les systèmes naturels. Et pour changer ces activités, ben, c'est une activité de changement dans la société. Donc pour atteindre des buts écologiques, on est dans une démarche de changement dans la société. Du point de vue, si on se place du point de vue de Sirius, du point de vue macro, il y a 5 facteurs fondamentaux qui sont les drivers de l'impact écologique. Le niveau de population, le niveau de consommation, l'efficience de la production des biens et des services, l'agencement des relations à l'écosystème et la nature et le niveau des attentes écologiques. C'est ça les drivers fondamentaux de l'évolution de l'état de la planète hein, à l'échelle macro. Donc je les reprends plus lentement, hein, mon but n'était pas d'aller le plus vite possible. D'abord le niveau de population. Plus on est nombreux, plus on a d'impact si tout le reste est égal. C'est-à-dire si on a à consommation égale, c'est pas pareil d'être 9 milliards et d'être 3 milliards. Deuxièmement, le niveau de consommation. Il est évident que si on a un niveau de vie qui augmente, on a des consommations qui augmentent et éventuellement un impact écologique accru. C'est pas, j'invente pas la poudre, hein, mais si 500 millions de personnes en plus ont une voiture, ça suppose un prélèvement sur les ressources minérales, sur les ressources d'énergie, etc. Bien sûr, c'est le troisième facteur. Ce prélèvement, il est modulé par l'efficience de la production des biens et des services et par ailleurs par le contenu matériel ou pas des biens et des services. Donc on va rentrer un tout petit peu là-dedans. Il est évident que si pour produire de quoi nourrir une famille, j'ai besoin de mettre en culture 3 hectares de terre, ben, ça a un impact plus grand que si pour nourrir une famille, il me suffit de la production d'un demi-hectare de terre. De la même manière, si sur mes hectares, les 3 ou le demi-hectare, pour produire, j'utilise une masse de produits phytosanitaires, d'intervention mécanique et d'énergie, etc., l'impact va être beaucoup plus grand que si pour produire la même ration alimentaire, j'utilise beaucoup moins d'intrants. Donc il y a la manière dont on produit les biens et les services, c'est très important. Un autre aspect clé qui est souvent raté, c'est que dans le niveau de vie et la consommation, il y a une part de la consommation qui n'est pas matérielle. Par exemple, si je me fais faire un massage, ça a une empreinte écologique extrêmement faible. Il y a eu 2 cuillères à soupe d'huile de massage. Puis voilà. Si en revanche je vais à un stage de massage dans les Cévennes, ben là, si je prends le train pour y aller, puis un taxi pour aller dans la maison où il y a le stage de massage, etc., ben là, l'empreinte écologique n'est plus la même. Donc en fait, il faut regarder dans le détail quelle est, dans nos niveaux de consommation, la part qui passe par des flux matériels et la part qui ne passe pas par des flux matériels qui pèsent sur les ressources. Donc il y a à la fois une question d'efficience et de part dans le niveau de vie qui suppose des flux matériels. Donc les 3 premiers éléments, population, consommation, efficience de production, on voit bien je pense. Il y a un 4e élément qui est un peu plus difficile à nommer mais qui est assez clair, c'est l'agencement des relations à l'écosystème. Dit autrement, si pour produire de l'alimentation, je vais couper la forêt dans un endroit où l'écosystème est particulièrement fragile et plein de biodiversité et en tête de bassin versant, je vais avoir un impact énormément plus grand sur l'écologie que si je fais exactement la même chose, mais dans un endroit qui est déjà cultivé depuis 50 ans et dans lequel il n'y a pas les mêmes enjeux hydrologiques. Donc l'agencement, c'est-à-dire les endroits et les moments où on fait les choses, si j'épand du lisier de porc en hiver, ben ça va avoir un impact énorme parce que ça va passer dans l'eau. Si j'épand le même lisier en été au moment où les cultures sont en train de grandir, ça va avoir moins d'impact. Donc il y a aussi des questions clés de où est-ce qu'on fait les choses, comment on les fait, d'agencement spatial, temporel, etc., des systèmes.
Et puis, le dernier des 5 facteurs fondamentaux, c'est la nature et le niveau des attentes écologiques. Autrement dit, si tout le monde est d'accord pour vivre dans des endroits où il n'y a pas, où il y a que 5 espèces d'arbres, quelques espèces d'oiseaux et quelques espèces d'insectes, finalement, on est encore très au large, hein, on est très très loin des limites de la planète. Si en revanche on pense que c'est important d'avoir des espaces naturels, si on pense que c'est important, par exemple, je vous donne un exemple très simple, il y a des gens, j'en fais partie, qui pensent que c'est super important que les autres espèces de grands primates puissent continuer à vivre en liberté dans leur milieu naturel. Les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, etc. Il y a d'autres gens, mais pour ça, il faut garder des grandes surfaces de forêts tropicales non exploitées, et ça suppose toutes sortes de choses. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est vraiment une lubie de vouloir ça, et que c'est même totalement injuste de vouloir mettre de côté des milieux et des ressources qui pourraient produire des choses, ou abriter des gens, parce que quelqu'un a envie qu'il y ait ce type-là de biodiversité. Donc le niveau d'attente joue aussi, et il y a un phénomène important qui s'appelle le shifting baseline, c'est-à-dire que les attentes diminuent sans arrêt. Chaque génération n'ayant pas connu la qualité de l'environnement de la génération précédente voit ses attentes baisser, et au contraire, quand l'environnement s'améliore, elle ne se rend pas compte que l'environnement s'est amélioré. Par exemple, la qualité de l'air en ville, aujourd'hui, elle est plutôt meilleure que dans les années 50, mais elle est en baisse par rapport à il y a 20 ans. Donc là, on se dit, il y a un problème. Alors ça, c'est le point de vue de Sirius, le point de vue macro. Mais on ne peut pas agir du point de vue macro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est en position de dire, ben voilà, on va organiser l'humanité autrement, et on va tout changer ça, et hop, clac, 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 on change ça comme on changerait la cage du hamster, si je peux dire. C'est pas, cet acteur n'existe pas. Et bon, c'est une cage où il y a 7 milliards de hamsters, c'est un peu compliqué effectivement à changer. Mais donc, quand on a ce raisonnement à agir au niveau macro, on est pris entre un vertige d'impuissance. Il faudrait qu'on fasse ça, mais il n'y a personne, donc on est impuissant. Ou une sorte de dérive autoritaire, c'est-à-dire qu'on ressent une pulsion en soi qui dit, ben voilà, en fait, si c'était moi qui avais toutes les manettes, voilà ce que je ferais. Donc, c'est ce point de vue macro, il nous fait cette tentation. Et donc, en réalité, pour passer vraiment à l'action, il faut sortir de ça et se dire que les changements à grande échelle, ils passent par des actions situées. Même si votre objectif est que la Convention climat, par exemple, comporte des engagements plus obligatoires, ok, et bien la question c'est comment vous pouvez agir dans le cadre de la manière dont la Convention climat s'établit pour qu'elle comporte des dispositions plus obligatoires. Donc, deuxième leçon clé, il s'agit d'agir depuis des points de vue micro vers des échelles plus grandes d'action, et ça on va le retrouver en permanence. La question c'est quelle action à l'échelle d'un vrai acteur peut avoir des effets à l'échelle macro. C'est ça la question de l'action. Alors du coup maintenant on change de point de vue et on se met au niveau micro, c'est-à-dire du point de vue de l'acteur. Forcément on se sent petit. Ça va de soi pour des problèmes comme la déforestation des forêts tropicales ou le changement climatique. On se sent petit parce que c'est des choses d'échelle planétaire. Mais même si vous prenez un problème relativement simple comme les algues vertes en Bretagne, c'est pas une région immense, le problème est bien identifié, on voit bien de quoi il s'agit. Quand vous vous attaquez à faire changer cette situation, vous êtes devant des forces et un système à changer qui est compliqué de changer, et c'est normal de se sentir petit. Même le vice-président chargé de l'environnement de la région Bretagne, quand il se demande comment je fais pour faire diminuer le niveau de pollution et les algues vertes en Bretagne, eh bien, il a toutes les raisons de se sentir petit, et si ce n'est pas le cas, c'est que, en fait, il s'en fiche du résultat. Donc, mais s'il se demande vraiment comment il peut faire changer les choses, là, il mesure la force de ce qu'il a
en face de lui. Donc la question, c'est comment on va faire changer les comportements et comment on change des organisations, des règles, etc. Tout ça, c'est très concret. Donc cette situation de comment j'agis pour faire changer, voilà des exemples divers. Un, j'habite à Paris dans un immeuble et je voudrais que dans mon immeuble, on composte les déchets organiques. Comment je m'organise? Comment je crée de l'action collective? Qu'est-ce qui fait que je peux réussir ou pas à organiser pour qu'on composte dans mon immeuble à Paris? J'habite dans une région agricole, il y a un projet autre exemple, j'habite dans une région agricole, il y a un projet de barrage que je juge complètement injustifié et désastreux pour les écosystèmes. Je m'engage dans une association, comment on peut agir pour faire échec au projet de barrage? Les exemples sont nombreux. Voilà, ça fait depuis 1982 que je travaille sur les conflits liés au projet de barrage. Et j'ai jamais été déçu. Il y en a eu tout le temps. Vous vous rappelez des plus récents, là, avec Sivens par exemple. Donc voilà un exemple type d'action. Troisième exemple, je suis fonctionnaire et je travaille au ministère de l'Agriculture dans un bureau qui est chargé de rendre la production plus écologique, ou on dirait plus agroécologique si on est dans le gouvernement précédent. Comment je fais? Concrètement, comment je fais pour infléchir les politiques des autres services du ministère de l'Agriculture, des organisations professionnelles, etc. Quatrième exemple, je suis conseiller au cabinet du ministre de l'Écologie, chargé du changement climatique. Qu'est-ce que je peux bien lui conseiller à chaque moment pour essayer de faire avancer le schmilblick sur le changement climatique? Voilà un problème d'action qui est toujours dans la même veine, hein, avec les deux premières choses qu'on a vues. Il s'agit d'agir dans un contexte politique, social, organisationnel pour changer des choses matérielles, le climat. Et puis, on est dans une action micro. Qu'est-ce que je fais dans mon bureau aujourd'hui pour que d'autres fassent, etc. Je travaille à la Banque mondiale sur les sauvegardes environnementales. Comment je fais pour que les procédures rendent plus facile d'arrêter des mauvais projets? Ou bien je suis dans une banque, on me demande de mettre en place un fonds d'investissement vert. Est-ce que j'ai un levier ou pas? Comment je me situe? Ou bien je bosse dans une grande entreprise qui s'occupe d'eau et de services. Mon entreprise d'eau veut avoir une gestion de l'eau plus basée sur un fonctionnement de bonne qualité naturelle des écosystèmes. Est-ce qu'on peut ou pas? Là, c'est basé sur une thèse que j'ai encadrée récemment en recherche-action avec une grande entreprise d'eau. Comment on fait pour qu'une entreprise d'eau puisse s'investir dans la bonne gestion des écosystèmes? Donc vous voyez que c'est des contextes extrêmement différents. J'aurais pu faire une liste plus longue, hein. Je suis dans un parti politique. Je veux faire passer des causes écologiques dans mon parti politique. Comment je fais? Même si ce parti politique s'appelle écologiste, est-ce que je vais réussir à faire passer mon problème écologique ou un problème écologique par rapport à d'autres priorités de mes autres collègues du même parti politique? Donc, on voit bien la structure du problème, c'est comment j'agis pour faire changer les choses. Et nous, on est là pour acquérir des compétences, des savoir-faire, de la connaissance, des compréhensions pour augmenter notre capacité à agir. Donc, cette question d'action de changement, elle suppose, au fond, il y a trois éléments clés qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est qu'il faut avoir une théorie du changement. Comment les choses peuvent-elles changer, en général, hein? Comment penser le changement? Donc, on verra tout au long que dans les débats sur l'environnement et dans les questions d'action sur l'environnement, toute proposition d'action, elle est basée, elle a pour horizon une théorie sur comment les choses peuvent changer. Demain, on verra dans l'introduction du module TGSE, demain, on verra par exemple que si on pense que pour changer, il faut changer toute la structure de la société en renversant les institutions en place, c'est pas la même chose que si on pense que pour changer, il faut faire en sorte que chacun se sente plus responsable, hein. Donc, il y a un premier horizon, c'est une théorie du changement. Le deuxième horizon, c'est une théorie d'action. Théorie d'action, ça veut dire quoi?
c'est l'idée que pour changer ceci, par exemple les marées vertes en Bretagne, je peux agir comme cela. Exemple, si je donne aux agriculteurs bretons une formation technique hyper pointue pour ne pas surfertiliser leur culture, alors je me dis qu'il y aura moins de nitrates et de phosphates dans les eaux et donc moins d'algues vertes. Je ne dis pas que cette théorie est vraie, mais ce que je dis, c'est que toute action, qu'elle soit privée ou publique, elle repose sur une théorie d'action. Si je fais ceci, alors il va se passer ceci, ceci, cela, et ça va avoir tel effet. Et donc, quand on parle d'agir pour résoudre un problème environnemental, il faut se mettre en mesure de discuter les théories d'action qu'on a en tête. Donc ça, on va le retrouver tout le temps, depuis la discussion sur les situations stratégiques d'action jusqu'à l'évaluation des politiques publiques. Telle politique publique, elle avait telle théorie d'action, par exemple. Je veux faire sortir les diesels du parc automobile. Ma théorie d'action, c'est que si je donne une subvention aux gens pour acheter un véhicule plus propre, alors ils vont bazarder leur véhicule diesel et donc du coup j'aurai moins de pollution par les particules fines dans l'air. Voilà une théorie d'action. Elle peut être évidemment plus complexe, elle peut passer par un plan politique aussi. Si je choisis cet outil d'action, alors j'aurai derrière moi les constructeurs automobiles et les syndicats, et donc je vais réussir à imposer cette mesure, et ça va m'aider à faire sortir des véhicules diesel du parc automobile. Donc, le deuxième niveau, c'est la théorie d'action. Troisième niveau, c'est le fait essentiel que chaque situation est particulière. Dit autrement, oui, on peut toujours discuter en disant pour l'environnement, ce qu'il faudrait en général c'est ceci ou en général c'est cela, mais vous allez rapidement découvrir que chaque problème d'environnement est une situation qui a des particularités qui vont faire que ce ne sont pas les mêmes actions qui peuvent marcher dans chaque situation. Et donc, le troisième aspect, c'est la nécessité de diagnostiquer les situations concrètes d'action spécifiques. Donc, il y a 3 domaines de réflexion. Comment les choses peuvent changer en général, quelle théorie on a là-dessus, et quelle vision du monde on a là-dessus, qu'on l'ait explicité ou pas. Deuxièmement, chaque action suppose une théorie d'action, qu'on l'ait explicité clairement ou pas. Et donc c'est important, si on veut aller plus loin, d'apprendre à les expliciter, à les analyser. Troisièmement, chaque situation est unique. Et donc, il ne faut pas seulement discuter sur ce qui serait efficace en général, mais apprendre à reconnaître ce qui est unique dans chaque situation pour les faire marcher. Donc, on va retenir une troisième leçon, c'est que chaque situation pour l'action est unique. Quand on fait du management stratégique, chaque projet d'entreprise est unique. Il n'y a pas de recette générale qui vous permette de faire marcher une entreprise. Si vous faites des politiques publiques, il n'y a pas de pattern général qui puisse marcher dans tous les domaines, dans tous les contextes pour fonctionner. Agir pour faire changer les autres, c'est une question de pouvoir. La particularité du point de vue dont je me place ici, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de fabriquer du pouvoir, d'acquérir, de mobiliser, de créer du pouvoir au bénéfice d'un problème d'environnement. C'est ça l'action environnementale. Elle consiste à dire, moi je voudrais améliorer tel problème environnemental. Pour l'instant, je suis petit face à un système très compliqué et résistant. Comment je fabrique du pouvoir au bénéfice de cette cause environnementale? Alors, je pose ça de manière un peu brutale parce que si vous étiez dans d'autres formations avancées sur l'environnement, par exemple, si vous étiez dans une formation sur les environmental politics, on vous expliquerait, nous allons passer les 6 prochains mois à voir comment, derrière les politiques d'environnement, se cachent en fait des visées de pouvoir et on va les dénoncer parce que ces visées de pouvoir ne sont pas bonnes pour X, Y, Z partie du public qui nous intéresse. Nous, on est dans un raisonnement inverse, on est dans un raisonnement qui consiste à dire « je me préoccupe de tel aspect de la crise écologique, je veux agir pour qu'on règle cet aspect », par définition, agir
pour faire changer d'autres genres de comportements, ça s'appelle du pouvoir. Et donc, vouloir agir au bénéfice de l'environnement, c'est vouloir fabriquer du pouvoir, l'acquérir, le mobiliser, le mettre en œuvre au bénéfice d'un problème d'environnement. Je le dis donc de manière un peu provocatrice, mais c'est bien une question de pouvoir. Et ce n'est pas une question de dénonciation du pouvoir, c'est une question de se fabriquer du pouvoir pour agir. Alors bien sûr, quand on va essayer d'agir pour régler un problème ou pour faire changer des gens de comportement, eh bien vous allez vous trouver confronté à d'autres gens qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui n'ont pas les mêmes idées. Mais je vais utiliser un autre mot, c'est d'autres gens qui n'ont pas les mêmes missions. Pourquoi j'utilise ce mot mission? Parce que ces autres gens, ils ne sont pas forcément illégitimes. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends un exemple très simple, quelqu'un qui vous dit, voilà, on va récupérer un terrain militaire qui aujourd'hui est un espace naturel sensationnel en bord de mer. Un terrain que l'armée possède depuis 150 ans, parce qu'à l'époque, c'était hyper important pour la marine d'avoir une vue dégagée sur le truc, etc. Ce terrain militaire, qui est très peu utilisé depuis 40 ans, il est devenu un super écosystème et un endroit d'une beauté, de récréation écologique, etc., formidable. Et vous avez le ministère de la Défense qui, d'accord avec le ministère chargé du logement, dit ben, on va construire des logements sociaux sur ce terrain. Vous, si vous êtes en charge de la biodiversité, eh ben, votre problème, c'est que vous avez en face de vous d'autres gens qui ont une autre mission. Alors évidemment, dans la plupart des cas, on arrive à se persuader que les autres sont des salauds, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils font ça que pour le pognon, que les constructeurs automobiles, c'est des cyniques qui ne s'en fichent complètement de la santé, de la sécurité et qui font ça que pour le pognon, etc. C'est toujours facile de montrer que tous les gens qui ne veulent pas la même chose que vous, c'est juste soit des idiots, soit des salauds. Mais en fait, non. En face de vous, quand vous allez défendre les questions d'environnement, vous allez avoir des gens qui sont là pour régler des problèmes de production agricole, des gens qui sont là pour régler des problèmes de transport, des gens qui sont là pour régler des problèmes de logement, des gens qui sont là pour régler des problèmes d'énergie. Et donc, ben oui, ça va être compliqué de leur faire changer de projet, mais quelque part, peut-être qu'ils sont un peu idiots. Peut-être que certaines de leurs intentions ne sont pas formidables, c'est vrai. Mais si vous adoptez comme principale lunette pour aborder le problème, le fait que c'est parce qu'ils sont idiots qu'ils font ce qu'ils font, là je crois que vous n'allez pas avancer beaucoup. Hein, c'est comme si vous êtes dans une entreprise, vous êtes chargé par exemple de la sécurité, et vous aurez l'impression, si vous croyez que ce que les gens font, c'est uniquement parce qu'ils sont idiots ou méchants, vous allez avoir un mal fou à comprendre ce qui se passe d'abord, et ensuite vous allez avoir un mal fou à agir et à négocier le changement. Donc, ok pour un certain niveau de critique sur la malveillance des autres acteurs, mais en fait, il faut bien comprendre que ce qui rend la crise écologique dramatique, c'est que ce sont des préoccupations bien réelles qui clashent les unes avec les autres. C'est nourrir 9 milliards de personnes, conserver des écosystèmes, augmenter le niveau de vie des gens qui sont déjà là, etc. etc. Donc on est bien dans, dans cette confrontation. Ensuite, ce que vous allez découvrir, c'est que la complexité d'organisation des sociétés contemporaines est gigantesque. Il y a quelques jours, on a fait une soutenance d'un étudiant d'une promotion précédente sur un problème qui paraît pas planétaire, c'est la précarité énergétique. Et dans son document, il y avait une annexe qui montre, et des figures qui montraient le schéma des acteurs, des institutions et des règlements en France sur les règlements de la précarité énergétique. Mais c'était monstrueusement complexe, incroyable. Et on a plaisanté en disant mais si on montrait ça aux élèves qui commencent juste sur PPSE, ça va les décourager complètement. En fait, tous ceux d'entre vous qui ont déjà rentré dans l'action savent que c'est ultra compliqué, et donc l'action, elle passe par le fait d'accepter la réalité des systèmes d'action, à savoir que il faut se rendre capable d'intervenir dans une certaine complexité, même dans une complexité énorme.
Ça n'empêche pas que dans certains cas, il faut couper court à la complexité et trancher le nœud gordien comme Alexandre. Mais même pour trancher le nœud gordien, il faut comprendre la complexité. C'est-à-dire que il ne faut pas passer l'épée n'importe où. Sans ça, vous cassez l'épée et même les coups de force ou les coups de simplification ne vont pas marcher. Donc, je ne suis pas là pour dire c'est normal que tout soit compliqué et puis allons-y, on va compliquer encore plus. Personnellement, je pense que c'est idiot. Mais même pour agir, pour simplifier, ou pour agir dans une action coup de poing, il faut comprendre la complexité de ce qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est un enjeu clé de la réflexion et de la formation ici. Dernier point, dans l'action pour l'environnement, vous allez toujours être dans une situation où vous disposez de moyens que vous considérez comme anormalement insuffisants. J'ai jamais rencontré de gens qui considèrent qu'ils ont une mission super importante pour la société, qu'ils ont des moyens géniaux et que donc ça va déchirer. Donc le fait qu'on dispose de moyens insuffisants, c'est une donnée. C'est normal. C'est normal. Parce que il y a plein d'autres problèmes à résoudre dans la société et eux aussi, ils pensent que leurs moyens sont insuffisants. Et donc on est là dans un cadre où c'est une négociation. Donc, autre take-home message, comme on dirait, l'enjeu donc de l'action pour l'environnement, c'est de gérer des situations de confrontation dans lesquelles il va falloir composer. Pas forcément au sens péjoratif de bon, d'accord, ok, mais dans le sens qu'il va falloir composer ensemble des préoccupations différentes pour arriver à autre chose qui peut fonctionner. Et cette composition, elle passe par le conflit, elle passe par la négociation, elle passe par la collaboration, peut-être parfois par l'évitement. En tout cas, c'est très important de rentrer dans cette dimension-là. Un point clé, c'est que pour agir pour l'environnement, on a besoin de moyens, on a besoin de collègues, on a besoin de structures qui nous soutiennent. Et donc, pour agir pour l'environnement, je vais avoir besoin, si je suis par exemple ONG qui a un problème avec un projet idiot de barrage, je vais être obligé de chercher est-ce qu'il y a des fonctionnaires au ministère de l'Environnement qui peuvent s'engager sur le plan administratif? Est-ce qu'il y a des chercheurs en économie de l'environnement, par exemple, qui peuvent m'aider à montrer que le projet est idiot? Est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres ONG qui peuvent me soutenir? Est-ce qu'il y a peut-être un parti politique qui serait, ou des parlementaires qui pourraient s'engager à mes côtés? Donc, en fait, je m'inscris dans le cadre d'un domaine qui est celui de l'environnement, où il y a des gens qui essayent de régler des problèmes un peu comme moi, et qui ont des ressources complémentaires, des chercheurs, des fonctionnaires, des ONG, des bureaux d'études, etc. Donc, en vous engageant dans un parcours d'action pour l'environnement, vous vous engagez dans un secteur organisé qui est celui des gens et des institutions qui ont pour mission d'agir pour l'environnement. Du coup, c'est très important de connaître l'ensemble de ce secteur pour savoir parce qu'il y a une culture de l'action en faveur de l'environnement dans ce secteur, parce que c'est important de savoir où sont les ressources, les soutiens, les appuis, etc. Et donc, c'est très important d'avoir cette conscience qu'on n'est pas isolé, mais on est dans un secteur qui est organisé pour agir pour l'environnement. Ça joue sur un point qui va être capital dans la conjoncture actuelle, c'est qu'on est dans un cadre aujourd'hui où il est ultra fréquent qu'on joue un enjeu environnemental contre d'autres enjeux environnementaux. Et souvent avec une certaine violence. Par exemple, vous n'allez pas nous emmerder sur le projet d'éoliennes parce que c'est vital pour le développement durable. Vous n'allez pas nous emmerder parce que ça tue les chauves-souris et les oiseaux migrateurs et que ça bousille le paysage. Donc, à vos yeux en tout cas. Voilà un exemple. Autre exemple, mais ça existe depuis toujours. Autre exemple, si vous parlez avec les gens du secteur hydraulique d'EDF, ils vont dire mais l'hydraulique, l'énergie hydraulique, c'est 100% bon pour l'environnement. C'est une énergie sans effet de serre. Ok, d'accord. Ça dégrade totalement les écosystèmes aquatiques, les populations de poissons migrateurs, mais à part ça, c'est parfait pour l'environnement. Donc, pour moi, il y a un point clé. Oui, il y a des contradictions entre des enjeux environnementaux différents. Oui, ils ne sont pas toujours compatibles. En revanche, le fait qu'on les joue
franchement les uns contre les autres, ça veut dire qu'on n'est pas soi-même préoccupé par l'environnement. Ça veut dire que l'environnement pour soi n'est qu'un argument opportuniste. Si je suis une ONG qui essaye de travailler au développement de l'énergie hydraulique, une ONG environnementale, et bien dans ce cas-là, mon souci, c'est comment je développe l'hydroélectrique sans faire de dégâts sur les autres champs de l'environnement. Si je suis une start-up du domaine de l'énergie qui veut développer l'énergie hydraulique, je vais dire c'est super pour l'environnement et arrêter de avec l'environnement. Donc, une partie de ce qui fait le défi pour nous, c'est qu'on doit relever le défi d'agir pour des problèmes environnementaux tangibles, matériels, spécifiques, dans un cadre où ils peuvent rentrer en tension avec d'autres enjeux environnementaux. Le soin, la conscience et la motivation avec laquelle on gère ces contradictions vont définir si on roule pour l'environnement ou si ça n'est finalement qu'un prétexte pour gagner de l'argent avec telle ou telle filière énergétique ou agricole. Alors, on arrive au master spécialisé, je m'approche de la conclusion. Vous avez vos petits programmes devant les yeux du master spécialisé. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est l'orientation fondamentale du master spécialisé. Tout le programme est conçu pour répondre aux défis, aux enjeux que je viens de résumer. En fait, il y a 3 types d'approches et de ressources pour acquérir les compétences pour agir pour l'environnement. La première, c'est des outils d'analyse et de conception. La deuxième, c'est tous les outils pour connaître le secteur, les acteurs, les outils, etc. Et puis, la troisième composante, c'est d'acquérir une expérience de première main, parce que ce n'est pas seulement en sachant ce qui se passe, ce que les gens font, etc., qu'on apprend à agir, c'est en étant placé dans des situations où on est soi-même mis en position de diagnostic, de projet, etc. C'est ça les 3 grandes composantes. Donc, je vais commencer par la connaissance du secteur environnement. Alors, il y a un peu de jargon avec les acronymes des modules. Même moi, je ne suis pas sûr de toujours arriver à les dire juste. HPE, c'est Histoire des politiques de l'environnement. C'est très important de comprendre que les politiques d'environnement, ça n'est pas récent. Et donc, il y a un module pour apprendre comment elles ont été construites, parce que ça explique beaucoup de la manière dont elles fonctionnent, et comment je prends conscience que beaucoup de choses ont déjà été faites, et surtout que beaucoup de débats ne sont pas nouveaux. Si je n'ai pas conscience de ça, on me présente des vieilles lunes, et je vais croire que c'est nouveau. Par exemple, on va me dire la planification écologique. Ah, comment ça se fait que personne n'ait jamais pensé à ça? C'était la base dans les bouquins scolaires de master d'écologie quand moi j'ai fait mon master d'écologie. Voilà. Donc, pour ne pas prendre l'ancien pour du nouveau, et pour comprendre les structures, il faut voir comment ça s'est mis en place. Ensuite, IPES, c'est les instruments des politiques. Donc là, qu'est-ce que c'est que l'économie de l'environnement, le droit de l'environnement, etc. Donc c'est une familiarisation avec les outils, les approches instruments sur l'environnement. JAP, c'est le jeu des acteurs publics et privés. Donc là, il s'agit de se familiariser avec les multiples acteurs qui font partie du secteur environnement et qui, à un titre ou à un autre, agissent pour l'environnement. Il y a un petit enjeu parallèle, c'est que vous, si vous projetez de travailler dans le champ de l'environnement, c'est très utile d'apprendre à connaître qui sont les opérateurs, qui sont potentiellement les gens avec qui vous allez travailler. Instit, c'est sur les institutions européennes qui font partie de cette complexité qui rend si intéressante notre existence aujourd'hui quand nous agissons sur des problèmes publics. DOMO, c'est les dossiers mondiaux d'environnement. Pour avoir une culture générale de l'environnement, eh bien, il faut comprendre quelles sont les controverses à l'échelle mondiale sur le climat, la biodiversité, les pêcheries, des choses de ce genre-là. MOP, ça y est, c'est les modèles d'action, c'est la mise en discussion critique des manières d'agir qu'on nous propose, qu'on nous présente comme très efficaces.
Donc c'est une discussion critique sur les discours qui circulent, sur voilà comment il faudrait agir, par exemple la transition écologique ou autre. Débat, c'est les débats en écologie. Il faut comprendre un certain nombre de controverses dans le champ de la discipline écologie parce qu'ils ont une grande importance pour l'action environnementale. Et concert, c'est la concertation en matière d'environnement. Donc tout ça, c'est des éléments pour connaître le secteur environnement. On voit que déjà, rien que de le résumer comme ça, c'est beaucoup. Mais là, on va passer toute l'année à se focaliser sur l'un puis sur l'autre, etc. Et à mettre les briques ensemble. Ensuite, il y a les outils d'analyse et de conception. Théorie de la gestion sociale de l'environnement, ça commence demain. C'est les grandes conceptions théoriques de la manière dont fonctionne la gestion de l'environnement ou dont peut fonctionner le changement. Analyse stratégique de la gestion environnement, c'est l'approfondissement de la dimension stratégique de l'action pour l'environnement. Prospective, c'est le traitement de la question. On travaille sur des problèmes qui se posent à long terme, puis l'action qu'on fait, elle est aussi à long terme. Comment on fait pour étudier des actions futures sur des situations futures? Négociation, on va se retrouver sans arrêt confronté avec d'autres gens. Est-ce que les théories de la négociation peuvent nous aider à avoir des concepts clés pour mieux comprendre ce qui se joue dans les négociations sur l'environnement? EPP, c'est évaluation de politique publique. Donc là, on va apprendre les bases de l'évaluation des politiques publiques sur l'environnement. Sciences politiques, c'est un module dans IPES. Il y a aussi des éléments de base sur ce qu'apporte la science politique pour analyser les questions qui nous occupent. Troisième volet, l'expérience de première main. Alors là, last but not least, il y a le TDE, où on va tout au long de l'année, ça va être un fil conducteur, étudier en groupe un problème ou une série de problèmes dans un terrain, dans une région, avec des acteurs concrets, en essayant de répondre soi-même aux questions de diagnostic. Il y a le voyage en Europe, où vous allez voir de première main comment ça se passe dans un endroit autre qu'en France. Il y a évidemment la mission professionnelle, puisque la moitié du master spécialisé en termes de temps, ça va être ces 6 mois de mission professionnelle dans lesquels vous allez mettre en œuvre les choses ou une partie des choses qu'on aura vues. Et puis en fait, dans les différents modules, il y a aussi des exercices qui sont des exercices où vous allez mettre la main à la pâte, et ça aussi, ça va participer de ça. Donc là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, on va très vite perdre... Vous risquez très vite de perdre de vue le tableau d'ensemble. C'est pour ça que j'insiste sur la conférence initiale, parce que dès demain, on va se retrouver dans un module où on prend telle approche, puis telle approche, puis telle approche, puis on va ressauter à telle approche. Il faut garder cette vision d'ensemble. Il y a bien une conception générale des compétences à acquérir pour changer. Je vais sauter la partie actualité du secteur 2017, parce que sans ça, ça va durer trop longtemps. Je vais juste dire une chose importante. C'est que chaque année, la situation change sur l'environnement. La situation aujourd'hui n'est pas la même que l'an dernier, encore moins la même qu'il y a 5 ans, encore moins la même qu'il y a 10 ans. Par exemple, il y a 10 ans, il y avait un ministère qui ne s'occupait que de l'environnement, qui était autonome et qui pouvait batailler contre les autres ministères. Aujourd'hui, il y a un ministère qui s'appelle ministère de l'écologie et qui est le ministère chargé des travaux publics, du logement et des transports, et aussi de l'environnement. Donc, ce n'est pas du tout la même situation dans laquelle vous allez vous trouver pour agir. Donc, c'est très important de comprendre que la situation change tout le temps. Une catastrophe pour moi dans la formation professionnalisante ou dans un domaine très spécialisé, c'est quand on essaye de transmettre aux étudiants l'état de l'art de l'année, ce qui cette année est le point vif de comment on fait les choses bien, etc., etc. Parce que les choses bien telles qu'on les fait cette année, c'est sans pertinence dans 10 ans. Ce qui est important, c'est de comprendre les structures fondamentales, de voir comment les choses se jouent et de prendre conscience du fait que la situation évolue d'année en année. Donc, pour terminer, on se retrouve pris dans un système social, technique, économique, politique, et dans cette situation, là, on essaie de changer des choses
sur l'environnement, quel que soit le niveau de changement sur le système. On y reviendra demain en détail. On se retrouve toujours dans une situation d'agir du petit au grand. Même le conseiller de M. Hulot au ministère de l'écologie, il est dans une situation où il est petit face aux forces face auxquelles il est. Même M. Hulot, il est dans une situation où il est petit face aux forces qu'il a en face de lui. Donc l'action concrète, c'est toujours une action où on est du petit au grand. On porte un problème, l'environnement, face à une multitude de problèmes. Ça suppose qu'on s'engage, mais ça suppose aussi qu'on ait une forme d'écoute un peu respectueuse face aux autres problèmes. Et puis, le point clé pour moi, c'est qu'on ne perde pas de vue la matérialité environnementale, écologique des effets que nous visons. Beaucoup d'actions pour l'environnement partent comme une action pour l'environnement et terminent sans se soucier du tout du fait de savoir si elles ont amélioré la situation environnementale. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et on est là pour apprendre à réfléchir à qu'est-ce qui peut vraiment changer des choses concrètes dans la crise écologique. Alors évidemment, agir du petit au grand, tout ça c'est difficile, c'est frustrant, mais ça mérite de se donner parce que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Les choses, elles n'avancent pas toutes seules. Si vous voulez, la société, elle ne se corrige pas toute seule. Même pour arriver à fonctionner à peu près aussi bien à une génération qu'à la précédente, eh bien, ça demande un engagement énorme de la part de tout le monde. Et donc, on est là pour ça. On est là pour cet engagement, à la fois professionnel et personnel, en faveur de l'environnement. C'est un parcours personnel, c'est une intégration dans le secteur professionnel, c'est un passage à l'action, pas seulement un apprentissage de la tête. Ça va aussi avec une ouverture sur certains enjeux du monde contemporain, une exploration de soi-même et des autres. Dans le tour de table, vous avez vu, vous êtes quand même extrêmement différents les uns des autres. Donc pour nous, ça c'est vraiment une très grande source à la fois de plaisir, mais aussi c'est très fécond dans l'exploration des problèmes d'environnement et dans l'apprentissage. C'est une aventure collective dans laquelle on est parti pour 6 mois. L'équipe pédagogique, vous et vous, dans les travaux de groupe, vous travaillerez souvent ensemble. Et cette aventure collective, c'est un tout petit bout de l'aventure plus large du mouvement qui s'active maintenant depuis beaucoup de décennies pour prendre en charge les problèmes écologiques. Alors, sur le fond, il y a des trucs très controversés dans ce que j'ai dit. Moi, normalement, ça devrait réagir. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit, toujours penser à agir pour l'environnement et pas agir pour soi. Par exemple, le problème des éoliennes, etc. Mais au fond, il y a toujours un impact. C'est tellement complexe qu'à un moment donné, si on est porteur d'une action environnementale, il y a toujours un effet bénéfique et un effet négatif qu'il va falloir, à un moment donné, trancher, quoi. J'entends bien, mais être un acteur d'environnement, ça ne peut pas être dire je me fiche des effets négatifs, puisque le fondement même du domaine de l'environnement, c'est qu'on est là pour éviter autant que possible les effets négatifs du développement humain sur les écosystèmes. Donc si je dis ah ouais, les effets négatifs, je m'en fiche, je ne suis pas un acteur d'environnement. Une fois qu'on a dit ça, oui, après, on peut être amené à faire des arbitrages. Mais toujours sur l'exemple des éoliennes. Quelqu'un qui dit les éoliennes, c'est une priorité nationale vitale, donc il ne faut pas freiner ça avec des considérations paysagères, environnementales, etc., etc., se comporte exactement comme les acteurs du domaine nucléaire se comportaient dans les années 60-70, en disant c'est une priorité nationale vitale. Donc, il ne faut pas se poser de questions de sécurité, d'environnement, de machin, etc. Donc, quelqu'un qui dit on veut développer l'éolien, mais on va le développer en respectant les problèmes de paysage, en n'en mettant pas partout, en regardant les impacts sur la biodiversité, en n'en mettant pas dans les zones de migration des oiseaux migrateurs. On est donc là pour essayer de trouver un juste équilibre. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vous dit il faudrait que les acteurs sociaux acceptent les éoliennes parce que c'est une priorité nationale. Donc c'est une différence énorme. C'est trouver des compromis en quelque sorte, de façon à ce que les effets soient le moins
néfaste de part et d'autre, entre guillemets, quoi. À diminuer, tout le domaine de l'environnement a pour but de diminuer les effets écologiques du développement humain. C'est tout. Que ce soit en limitant le développement humain, ça s'appelle la décroissance, ou bien en limitant les impacts en étant très soigneux sur l'endroit où on met les infrastructures, etc., ou bien en limitant l'efficience. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur les 5 facteurs, hein, dont l'efficience, en ayant par exemple des logements bien isolés, vous consommez moins d'énergie et donc vous avez moins d'impact dans la production de l'énergie. Mais là aussi, il y a des gens qui sont dans des optiques presque totalitaires. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Les paysages de l'après-pétrole », dans laquelle on vous explique que, puisque pour économiser l'énergie, la technique la plus efficace, qui est effectivement 10% ou 20% plus efficace que d'autres, c'est l'isolation par extérieur, alors les gens qui défendent le patrimoine architectural sont des fascistes anti-écologiques pour des raisons esthétiques complètement connes, et donc ils doivent accepter que tous les bâtiments anciens soient recouverts de matériaux synthétiques isolants. Donc le fait d'être borné, c'est pas la même chose d'avoir une mission claire et d'être borné. Mais c'est pas forcément de la connerie, ça peut être aussi une forme de cynisme. Quand les responsables de l'hydraulique chez EDF se battent pour dire l'hydraulique c'est super environnemental, donc ne nous embêtez pas avec les écosystèmes aquatiques, c'est des gens qui ne sont pas idiots, c'est des gens qui ont une stratégie. Si elle marche, ils essayent. Voilà, ils essayent. Mais notre boulot à nous, c'est de faire que les gens qui essayent de se simplifier la vie en faisant l'impasse sur les impacts écologiques, ben finalement ils s'aperçoivent qu'ils ne vont pas y arriver parce qu'il y a des gens en face d'eux qui disent non, là c'est pas possible, là tu vas passer par là, mais pas juste là. Isoler les vieux murs de pierre qui font 1,50 m, je pensais à ça, à cette connerie-là, en écho à certaines conneries d'ABF. Voilà. D'autres réactions ou questions? Moi, c'est plus une réaction, effectivement, par rapport qu'une question, c'est vraiment le lien entre micro et macro. Ouais. Alors, je vais peut-être un peu vous embêter par rapport à mon expérience professionnelle précédente. Hein. Je pense que j'ai donné pas mal d'exemples par rapport à ça, et je pense que c'est ce que vous avez dit. C'est quand même un peu le but, globalement. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 9 ans sur des petites structures, en fait, des petites structures françaises qui montent des projets à l'international. Et en fait, c'est très important pour moi de voir le lien entre les microstructures et les grosses structures qui peuvent énormément s'apporter. Donc, dans les deux sens, les petites associations qui apportent énormément par des projets pilotes innovants, par exemple, et les grosses structures qui, par leur expérience, peuvent également accompagner les petites structures. Oui, alors dans ce cas-là, il y a effectivement un malentendu sur ce que j'appelle micro ou macro. Donc, ce que j'ai dit, c'est pas du tout qu'il faut agir à petite échelle. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si vous vous mettez dans la peau d'une personne qui agit pour l'environnement, quel que soit l'endroit où est cette personne, son action, elle se fait à petite échelle par rapport à ce qui se passe en face d'elle. Donc, sur le fond, ce que vous dites, oui, bien sûr, on est d'accord, c'est pour ça que l'exercice du terrain au dossier d'environnement est construit pour que vous commenciez par diagnostiquer une situation locale et les tentatives de prise de mise en gestion au niveau local, puis ensuite de remonter les filières de politique publique pour comprendre comment jouent les acteurs institutionnels à d'autres niveaux, etc. Donc oui, on est complètement sur la même ligne. Là, ce que j'ai essayé de dire, c'est plutôt que quand vous êtes en situation d'agir, vous êtes toujours petit face au système et aux gens qui sont en face de vous. Et que la stratégie, ça consiste à, malgré ça, arriver à produire des grands effets. Mais c'est pour ça que je prends, même si vous êtes ministre, vous êtes petit dans le système d'action. Et vos marges de manœuvre, elles vous paraissent faibles, vos moyens, ils sont limités. Les forces en face de vous, elles sont énormes. Donc, c'était ça que je voulais dire. Et donc, c'était pour dire, on ne va pas prendre la tentation de faire comme s'il existait un super acteur quelque part qui pouvait changer les choses. On va accepter le fait qu'il faut des théories de changement qui réfléchissent à comment la situation peut changer à différentes échelles et comment, quand on se retrouve en situation d'action, on gère le fait d'être un acteur face à beaucoup d'autres acteurs. C'était ça que je voulais dire par
l'alternance, la dialectique micro-macro. Non, il ne s'agit pas juste d'agir à toute petite échelle, même si c'est important. Oui, c'est important de discuter parce que ça permet vraiment de mieux comprendre. D'autres réactions? J'ai pas forcément une question, mais c'est juste, ça me fait réagir quand j'entends, si j'ai bien compris, que l'écologie, c'est limiter l'impact du développement humain sur l'environnement. Quand j'entends ça, je me dis, c'est vraiment les choses qu'on m'a parlé d'avance, quoi. Il y a quelque chose. Oui, oui, vous avez raison, en ce sens que on peut, comment dire, ça ne parle que du volet négatif. Oui. Hein. Donc on peut aussi dire, c'est d'avoir les meilleurs impacts possibles. Si vous mettez en place, si je prends aujourd'hui une grande exploitation qui est en monoculture de maïs et que à la place j'installe un élevage extensif sur une prairie non fertilisée, assez rapidement, avec des bosquets, des haies, etc., assez rapidement, je vais remonter en biodiversité, je vais baisser en pollution et je vais fabriquer un écosystème beaucoup plus intéressant. Donc oui, vous avez raison. Hein. Donc effectivement, il faudrait reformuler ça en disant c'est que le but, c'est que le développement humain entraîne avec lui ou s'associe à ou se combine à un épanouissement le meilleur possible de l'écosystème. Oui, je suis d'accord avec ça. Il peut aussi avoir ça peut être aussi un bon impact sur la nature, quoi. Je suis d'accord avec ce recadrage. C'est vrai que ça dépend des contextes et des dossiers. C'est vrai que les différents cas théoriques de théorie du changement vont avoir une perspective différente par rapport à ça. Mais oui, je suis d'accord avec votre recadrage. Ouais. Mais à l'inverse, peut-être qu'un bon écosystème, ça favorise le développement humain. On peut avoir aussi le pendant inverse, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop... on met le développement humain et c'est lui qui contrôle tout, alors qu'en fait, on peut aussi voir que... Je pense qu'un bon écosystème, ça apporte aussi... par exemple, si on pense au service écosystémique, il n'y a pas forcément besoin de limiter l'impact, on peut aussi accompagner un... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Le problème, c'est que l'enjeu est le suivant. C'est que là, en développement humain, c'est trop général. En fait, il y a des actions qui dégradent des services écosystémiques, et donc le champ de l'environnement, il consiste à dire, et puis il y a des actions qui améliorent les services écosystémiques. Donc, le champ de l'environnement, ça consiste à dire, qu'est-ce qu'on fait pour limiter la dégradation? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Derrière ça, bien sûr, il peut y avoir des finalités de développement humain. C'est pas le problème. Mais même donc, le fait d'avoir des écosystèmes en bon état, c'est bon pour le développement humain. À partir de là, comment on agit pour avoir des écosystèmes en bon état? Et on est ramené au problème précédent. Là où on va se retrouver dans ce qui est au cœur de beaucoup de conflits d'environnement. Benoît, il pense à la blague du polytechnicien et de l'œuf dur. Là où on va avoir un problème, c'est que c'est évidemment une relation circulaire. Pour avoir du développement humain, il faut des services écosystémiques. Donc, à un moment donné, on va tomber sur des arguments du genre, oui, mais c'est pour le développement humain, et pour le développement humain, il faut ça, donc tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun son rôle. Il faut à la fois produire de l'alimentation, permettre aux gens de se déplacer, de se chauffer et de se loger. C'est ça le développement humain. Et en même temps, pour avoir tout ça, il y a plein d'autres aspects encore, hein, bien sûr. Voilà, mais il y a plein d'autres... d'autres conditions pour ça. Mais pour ça, on a besoin d'écosystèmes en bon état. Et on se répartit les responsabilités et les missions. Hein. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de produire l'alimentation, il faut que quelqu'un s'occupe de produire des systèmes de transport, il faut que quelqu'un veille sur le fait de dire tiens, ce qu'on fait, comment on fait pour produire des écosystèmes en meilleur état. Hein, comment on fait, de même qu'il y a
il y a des questions de sécurité. Il y a comment on fait pour que les systèmes de transport ou de logement qu'on met en place ne mettent pas en danger les gens qui sont dedans. Donc on est vraiment dans un cadre d'action politique, administrative, économique, qui passe par une différenciation des rôles. Et il y a une sorte de ponctuation qui fait que le rôle environnemental, c'est de dire on a besoin, je suis là pour qu'on ait les meilleurs écosystèmes possibles. C'est juste ne serait-ce qu'en termes de communication, quand on veut dialoguer avec des gens dont c'est pas la première préoccupation, enfin, pour pas passer pour des méchants qui tapent sur les doigts, enfin, le fait de remettre en perspective. Enfin, je sais pas. Oui, mais là on arrive sur un autre thème que vous allez aborder, pas avec moi, qui est celui de la rhétorique. Ah oui. Est-ce que c'est un argument ou est-ce que c'est votre motivation? Alors je vous donne ma position personnelle. Ma position personnelle, c'est que on s'en fiche. C'est-à-dire que si ma mission, c'est d'avoir, par exemple, d'arrêter qu'il y ait des marées vertes en Bretagne, il y a plein de motivations. C'est pour l'économie touristique, c'est pour la sécurité des personnes, c'est pour la bonne santé de l'écosystème, c'est pour avoir une meilleure production halieutique. Ça, c'est des finalités. Mais à un moment donné, il faut être capable de se dire, voilà, moi, ma mission, c'est qu'on arrête sur les algues vertes. Ça a plein de bénéfices divers. Et après, la question de savoir quel argument je choisis dans une négociation, c'est une question tactique, c'est une question stratégique, très importante. Mais il ne faut jamais perdre de vue, il ne faut jamais se laisser embarquer par ces arguments pour qu'ils finissent par changer le raisonnement. Ok ? Moi, je demande à voir à chaque fois, est-ce que l'argument finalité, développement humain des services écosystémiques va être efficace ou pas stratégiquement pour arrêter les marées vertes en Bretagne, dans le cadre de mon exemple. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, le fait d'adopter son langage pour le lui dire, ce n'est pas toujours efficace. Ça peut même l'énerver. Parce que s'il ne veut toujours pas ce quelque chose, qu'il avait utilisé un argument gnogno pour résister à ce quelque chose, et que vous arrivez avec le même langage gnogno qui était bidon chez lui, ça ne va rien faire avancer. Or ça arrive très très souvent. Donc, il faut bien distinguer ce qui ressort de l'objectif de l'action et ce qui ressort par ailleurs de l'argumentation. Il ne faut pas les mélanger sans arrêt. Or, vous avez raison de pointer que dans le domaine de l'environnement, on est tellement sur la défensive et sous une telle pression qu'on n'arrête pas de mélanger les arguments et de perdre de vue les objectifs. Donc là, on va apprendre, je pense, beaucoup sur la manière de séparer ces choses-là dans plein de modules, que ce soit la rhétorique, la négociation, la concertation, les théories. La question, c'est comment on fait pour rester suffisamment focalisé sur l'objectif environnemental sans se fermer au reste, mais sans se laisser déstabiliser, embarquer ou neutraliser. Encore une ou deux réactions? Ça y est, vous êtes dans les starting blocks. On commence demain matin, 9h. L'enseignement pur et dur. Parfait. Donc, je laisse... Non, alors j'ai peut-être une réaction par rapport aux services écosystémiques. Alors, en fait, je pense que les services écosystémiques ils pourraient être pris en compte par tout le monde si, par exemple, on arrivait à leur mettre une valeur financière. Comme on dit, par exemple, les algues vertes, ça coûte tant, parce qu'il y a tant de touristes qui partent, ça fait des pertes d'argent. Si on dit par exemple pour la santé, donc ça coûte tant à la santé, ou l'assainissement de l'air, donc pareil, ça fait moins de gens malades, donc en fait, à mettre une valeur financière et que je pense que si on arrive à dire voilà, ça coûte tant, il y a plus de gens qui vont être intéressés, parce que ça va leur apporter de l'argent, parce que ça va faire de l'économie, parce qu'il va y avoir un aspect de rentabilité en fait dans le service écosystémique. Alors donc, je pense que c'est une bonne occasion d'illustrer les notions de théorie du changement et de théorie d'action, puisque ce que vous dites derrière, il y a l'idée que si on mettait une valeur, alors les décisions
équilibrerait de manière satisfaisante les problèmes écologiques. Derrière ce que vous dites, il y a une hypothèse qui est que les décisions, notamment les décisions politiques, sont prises sur la base des évaluations économiques. Cette hypothèse, alors j'anticipe, j'ai une anecdote personnelle qui m'a montré que c'était complètement faux. En 1982, le ministère de l'Environnement a demandé à Claude Henry, professeur d'économie à l'École polytechnique et grand économiste de l'environnement, de mettre au point une méthode d'évaluation économique des services écosystémiques, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était exactement ça, pour pouvoir enfin que les décisions d'aménagement soient prises de manière rationnelle, comme vous le dites. Claude Henry a eu un trait de génie, il a dit, mais attendez 2 secondes, il faut d'abord s'assurer que les décisions d'aménagement sur les autoroutes, sur les barrages, sur les lignes haute tension, sur les décharges industrielles, sont prises sur la base d'un calcul économique. Parce que si elles ne sont pas prises sur la base d'un calcul économique, ça ne sert à rien de rajouter dans l'équation économique un terme écologique. Et donc, on a fait un programme de recherche qui a duré 1 an et demi ou 2 ans, à étudier en grand détail comment étaient prises des décisions, autoroutes, barrages, plans de développement agricole, et on a regardé quelles études économiques étaient conduites et quel rôle elles jouaient dans la décision. La réponse est très simple, les études économiques ne jouaient aucun rôle dans la décision. Et donc, en fait, les décisions, elles sont prises sur d'autres bases que l'évaluation coût-avantage. Et donc, on ne peut pas... La théorie d'action qui consiste à dire les décisions sont prises sur la base d'une évaluation coût-avantage. Donc, si on intègre l'environnement dans ces évaluations, alors les décisions seront bonnes. Cette théorie d'action, elle ne résiste pas à l'examen du terrain. Alors vous? Si je peux... je pense que c'est quand même de moins en moins vrai dans la politique de... Enfin, du coup, j'ai fait 2 ans au Sénat, donc j'ai un petit peu vu le... ne serait-ce qu'au Sénat, ils ont complètement changé par rapport à ça, en réduisant drastiquement les comptes, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux dans le contexte actuel. C'est peut-être moins vrai dans une période où économiquement on était plus large dans Alors, j'ai écrit avec 2 collègues un livre qui répond à votre question en 2014. Dans ce livre, je discute est-ce que la situation a changé entre 1983 et 2014 sur ce plan-là. Regardez le barrage de Sivins, regardez l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, regardez les Jeux Olympiques, regardez. Et voilà, mais voilà, regardez le déménagement d'AgroParisTech sur le plateau de Saclay. Donc, les dynamiques réelles de la décision. Alors, on viendra en détail. Hein. Vous allez avoir un module, des éléments de discussion. Donc, c'est un des thèmes sur lesquels on va revenir en détail. Je ne dis pas que les études économiques ne jouent aucun rôle, mais ce rôle n'est pas direct. Donc, on y reviendra en détail. En tout cas, ça n'est pas linéaire de cette manière-là. Et quand elle joue un rôle, c'est un rôle différent.